Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour Alain. Bonjour Poussadier. Alors bonjour à tous. Bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Aujourd'hui, nous accueillons Hélène Giroux pour aborder avec elle le sujet de l'accompagnement en fin de vie et de la célébration funéraire. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alain. Hélène, je t'ai rencontrée dans les tout débuts de la création du Salon de la mort, où je parcourais à la recherche d'exposants et de gens qui œuvraient dans le milieu. Et puis, tu as été parmi les premières que j'ai rencontrées. Et puis, écoute, je ne savais pas quel était ton parcours, mais ce qui m'a fascinée chez toi, c'est ton enthousiasme à parler de la mort, de la fin de vie. J'étais là, oh mon Dieu, quel drôle de bibite. Enfin, j'ai trouvé mon âme sœur. Et puis, encore aujourd'hui, quand on se parle, ça finit plus. Effectivement. On est très, très enjoués. C'est un des sujets sur lesquels je suis intarissable. Ah, mais c'est tellement que tu as écrit 3 livres également, Hélène, à ce propos. On va en parler plus loin, mais ça fait 20 ans là, déjà là, que tu accompagnes des gens en fin de vie. Oui. Dans les maisons de soins palliatifs, à domicile. Les centres d'hébergement, les hôpitaux. Oui. C'est ça, partout dans le fond où il y a des personnes qui se préparent à traverser ce passage. Mais c'est quoi une journée type Oui, c'est ça. dans ta vie? Raconte-nous qu'est-ce que c'est ça, accompagnatrice en fin de vie. En fait, il faut savoir, moi, qu'à la base, je suis préposée aux bénéficiaires de formation. OK. Mais que dès la fin de ma formation, comme le système traditionnel ne répondait pas à mes valeurs, à mes attentes, à ma façon dont je voulais travailler avec les gens, j'ai choisi de me diriger vers l'accompagnement des gens en fin de vie. Okay. Donc, dans le fond, j'ai approché le CLSC de ma région parce qu'il faut savoir que l'accompagnement en fin de vie, ce n'est pas un métier qui est reconnu socialement. OK. Donc, j'en ai fait un métier parce que c'est ça qui m'interpelle et ma formation de préposée me permet d'avoir les outils nécessaires, dans le fond, pour aider les gens. Parce qu'il y a différentes façons d'accompagner. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent de façon bénévole et qui vont surtout être au chevet du malade pour répondre à des petits besoins comme donner de l'eau, replacer un coussin, mais donner aussi beaucoup de répit à la famille. Okay. Alors ça, c'est considéré comme accompagnant en fin de vie, au mourant. Oui, c'est ça. Il y a des formations, des courtes formations qui se donnent, des petites formations de 24 heures, en fait, simplement pour aborder différents sujets en lien avec la mort. Mais quand tu parles de bénévolement parlant, c'est une présence physique, mais aussi plus une aide physique. Toi, tu vas aller dans la psychologie davantage avec ces gens-là? Non, en fait, les gens qui accompagnent de façon bénévole ne donnent pas de soins. OK. Non, mais tu parlais de placer une oreiller ou des choses. C'est ça que je veux dire. Ouais. La personne veut un verre d'eau, bien, si on peut se permettre de lui donner des choses comme ça. Puis donner beaucoup de répit à la famille aussi, surtout. Ça, c'est très important parce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Moi, du fait de ma formation, bien, c'est sûr que je peux donner des soins. Donc, moi, j'ai approché le CLSC de ma région, qui était une autre région que celle que j'habite en ce moment. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je leur ai dit, bien, moi, écoutez, ce qui m'interpelle, c'est l'accompagnement des gens en fin de vie. Avez-vous des besoins ou des demandes pour ça? Puis ils m'ont dit oui, effectivement. Il n'y a pas grand monde qui veut faire ça. OK. Ils ont beaucoup de gens qui font du répit à domicile pour des gens qui sont en soins de longue durée, par exemple, qui ont besoin d'aide pour faire des petites commissions, un peu de ménage. Mais moi, je voulais vraiment faire l'accompagnement des gens en fin de vie, puis je voulais les accompagner vraiment jusqu'à la fin. OK. Donc, les outils que j'ai été chercher dans ma formation de préposée me servent énormément parce que je peux repositionner, je peux faire du transfert, je peux donner un bain au lit. Donc, dans le fond, je fais tous les soins qui sont nécessaires pour une personne qui est à cette étape-là de son parcours. OK. Ça me fait penser... moi, mon père était un garçon d'une famille de 11 enfants. Donc, puis beaucoup de mes oncles et de mes tantes ont eu 10, 12, 16 enfants. Actuellement, on est encore 85 cousins-cousines germains vivants. Wow. Mais moi, je me souviens à l'époque, je parle des années 70, 80, que le téléphone sonnait, puis des fois, c'était des cousins-cousines ou des gens du village qui disaient « Ah, ma tante Thérèse, mon oncle Conrad, papa ou maman va pas trop bien. On aimerait ça que vous soyez là. » Fait que souvent, moi, je voyais mes parents partir le soir après leur journée, revenir aux petites heures du matin, puis des fois, ça durait quand même assez longtemps. Mais c'était quelque chose, un peu comme de garder nos grands-parents à la maison, qui était une tradition. Aujourd'hui, bien, toi, ça fait 20 ans, donc on parle du début des années 2000. Moi, je te parle de 70-80. Les familles sont moins grandes. Beaucoup de familles éclatées aussi. Aujourd'hui, on ne passe pas notre vie nécessairement dans le même village. Non, les gens sont éloignés. Les gens sont peut-être
plus seul, plus isolé. Donc, j'ai l'impression que ce travail-là que tu fais, bien qu'il ne soit pas reconnu au niveau de la santé, mais quand même, il y a de la demande. On s'entend. Les gens vont vers toi aujourd'hui. En fait, c'est un peu surprenant quand même. C'est sûr que moi, comme ça fait 20 ans, c'est sûr que j'ai développé, en fait, mon expertise, oui, mais aussi ma notoriété. Dans le sens qu'avec les livres, j'ai donné des conférences beaucoup aussi, des ateliers, Bon, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu, puis qui, souvent, c'est par référence. Parce qu'il faut savoir que c'est très intime comme moment, accompagner quelqu'un qui est en fin de vie. Bien sûr. Et là, moi, je suis une étrangère pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'une personne étrangère va venir faire chez nous dans un moment aussi intime, aussi émouvant aussi, parce que les gens pleurent, les gens vivent des choses difficiles. Donc, ils sont souvent apeurés de faire entrer chez eux dans leur intimité, ou même si c'est dans un autre univers, par exemple un centre d'hébergement, de faire entrer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. Puis même pour la personne en fin de vie, elle ne me connaît pas non plus. Donc, c'est sûr qu'il faut comme développer... une relation de confiance. Une relation de confiance, un lien avec ces gens-là. Habituellement, les gens ont de la résistance à utiliser mes services, mais dès qu'il y a une opportunité de commencer l'accompagnement, souvent, ce qu'ils me disent après, c'est avoir su. Tu serais venu bien avant. Mais c'est qui le demande? C'est la famille ou c'est la personne? En fait, moi, je travaille autant en privé. Non, c'est pas le mourant. Le mourant, il n'est pas là, lui, dans ses étapes, dans son parcours. C'est la famille. Puis même, souvent, c'est même pas la famille. En fait, moi, je fais affaire avec beaucoup le CLSC aussi. Donc, le CLSC me connaît bien. Quand il y a eux autres font du suivi à domicile avec des patients qui sont en fin de vie et qui attendent peut-être une place en maison de soins palliatifs ou qui veulent mourir à la maison. Donc, ils font un suivi avec ces gens-là et eux autres peuvent voir, en fait, tout le parcours où on est rendu dans le processus. Et quand on est rendu à des étapes un peu plus difficiles, puis que là, les familles sont déjà épuisées, c'est ça, là, ils manquent de ressources. Bien là, souvent, ils vont leur dire, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez besoin d'aide. Et là, je vais proposer quelqu'un. Et là, c'est là qu'ils me proposent. Et souvent, les gens même vont refuser. Parce que, justement, ils ont peur. Mais c'est parce qu'il y a un rapport d'intimité, inévitablement. Donc, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Et tant qu'il n'y a pas eu un premier contact avec toi, j'imagine que les gens sont un peu sur leur garde, puis à un moment donné, ils s'abandonnent peut-être davantage, mais aussi le manque de ressources, comme tu dis. En fait, les gens ne savent pas exactement ce que je fais. Donc, c'est sûr que de ne pas savoir qu'est-ce qu'elle va venir faire ici. Les gens ont peur de perdre leur place à quelque part. C'est très légitime. Ben oui, c'est très légitime parce que même comme aidant, même sans expérience, ils veulent accompagner leurs proches. Puis ils veulent être très présents aussi, idéalement jusqu'à la fin pour la majorité. Puis là, ils se disent, si elle est là, moi, je vais perdre ma place. Mais moi, souvent, je leur dis, c'est un travail d'équipe. Bien sûr. On travaille ensemble. Dans le fond, c'est vous qui connaissez bien cette personne-là. Moi, je ne la connais pas. Donc, on peut travailler ensemble pour faire en sorte que moi, je vais vous donner mes outils, je vais vous aider, même quand je ne suis pas présente, à faire en sorte que vous vous sentiez moins mal pris d'une certaine manière, que vous ayez quelques outils dans vos valises, dans vos bagages pour pouvoir continuer d'aider sans vous épuiser. Donc, habituellement, les gens, quand j'arrive, souvent, ils vont me dire « avoir su, tu serais venu bien avant. » Parce qu'ils se rendent compte à quel point ils peuvent relâcher la garde tout en restant présent, mais se reposer un peu. Des fois, la vie continue aussi. Il y a des comptes à payer, il y a des rendez-vous, il y a toutes sortes de choses. Donc, de savoir que la personne qu'on aime le plus au monde est entre bonnes mains avec quelqu'un en qui on sent que c'est possible de faire confiance, qu'elle connaît son métier, qu'elle est bien outillée pour aider, bien là, c'est sûr que les gens vont relâcher rapidement parce qu'ils ont tellement besoin. Mais souvent, on m'appelle souvent à la dernière minute. Mais toi, tu travailles dans ton secteur ou tu t'es appelé Moi, à je déplacer? me promène partout. Ah oui, OK. Parce que dans le fond, on ne choisit pas où on va mourir. Non. Et les besoins sont partout. Et il n'y a pas tant de gens qui accompagnent en fin de vie et qui ont l'expertise aussi de donner des soins. C'est ça. Il y a beaucoup de bénévolat, c'est sûr, mais dès qu'il y a des soins donnés, bien là, on ne donnera c'est pas possible. de la nitro, exemple, quand on est bénévole. Non, des choses comme en ça. Fait, même laver une personne, même faire les soins au lit, ça ne se fera pas, ça non plus. C'est vraiment une présence. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas se blesser en travaillant, puis il ne faut pas blesser les gens non plus. Donc, il y a quand même des techniques qui doivent être apprises. Donc, moi, c'est ma formation de préposé qui me donne cette base-là. Ça me fait penser, est-ce que tout le monde peut accompagner quelqu'un? Je te pose la question parce que ça me fait penser quand mon père était mourant. Toute la famille, on est resté avec lui jusqu'à la toute fin. Il a été seulement 26 heures à l'hôpital, donc on a été chanceux, tu sais. Mais je me souviens d'une image où mon père, le soir, j'étais couché dans la chambre à côté et je disais à mes sœurs puis ma mère de coucher en bas que pendant les 72 heures où j'étais à l'avenir avec eux, que je m'occupais des nuits avec papa, tu sais. Mais papa faisait des crises d'angine, donc il pouvait se réveiller 7, 8, 10 fois par nuit, tout ça.
il était en panique, inévitablement. Mais quand je me penchais au-dessus de son lit, quand il voyait mon visage, il y avait une paix qui s'installait. Okay. Donc, j'ai comme rien fait, en quelque part. Tu sais. J'ai tout fait en même temps. Oui, et j'avais écrit, au dernier jour de sa vie, mon père était devenu une maison sans mur et sans toit, portée par le plancher d'une nuit douteuse que seule la lumière des cœurs arrivait à apaiser. Quel poète tu es. Non, mais il n'empêche que j'ai toujours gardé cette image-là, puis je me disais, peut-être que tout le monde peut accompagner à sa façon. Oui, en fait, moi, personnellement, je crois que tout le monde peut faire ça. Oui. Parce qu'on est des êtres de relation, les humains. C'est ça. Et puis, quand on aime profondément quelqu'un, que ce soit notre enfant, que ce soit un grand-parent, que ce soit un parent, un frère, une sœur, un ami, on a tous en dedans de nous cette compassion-là et cette empathie-là, naturellement, pour les autres. On veut que ça se passe bien pour l'autre. Oui, c'est clair. Mais on doit aussi respecter ses propres limites. Parce que, comme tu dis, toi, tu étais capable d'accompagner la nuit. Oui. D'autres personnes vont dire, moi, j'y arriverai pas la nuit, c'est trop difficile. Donc, si on fait d'établir ses limites. Oui, on établit, en fait, entre nous, c'est quoi nos forces respectives à chacun. C'est ça, pour qu'on puisse former une équipe, comme tu disais tantôt. Moi, je serais capable de laver maman, par exemple. Oui. Mais moi, non, moi, je pourrais pas faire ça. Vrai, moi, je me sentirais très mal à l'aise. Oui. Bien, à ce moment-là, chacun peut avoir un rôle à jouer. Absolument. Puis ça peut être juste une présence aussi, parce que c'est la présence qui est la plus réconfortante, sans avoir d'expertise dans le domaine. Oui, je suis d'accord. C'est sûr que c'est important, en cours de route, d'apprivoiser la mort. Oui. Et c'est pour ça que si on l'apprivoise, parce qu'elle fait partie de la réalité. On ne veut pas le savoir, on ne veut pas le voir, on pense qu'on est immortel, mais elle fait partie de notre réalité bien à sûr, tout le monde. Sûr. Donc, plus on l'apprivoise, plus quand elle va se présenter dans notre parcours, on risque d'être moins effrayé. On ne peut jamais être préparé à 100%. De l'accueillir d'une autre façon. Oui, de l'accueillir autrement, un peu plus sereinement, puis d'avoir certains outils aussi pour nous aider. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport à cette étape-là, puis que si on savait, on dirait, OK, on aurait fait les choses autrement. C'est juste ça, donc je ne serais pas inquiet. Je vous donne juste un exemple qui arrive très souvent dans les accompagnements. Manger égale vivre. Pour la majorité d'entre nous. Quand les gens arrivent en fin de vie, ils ont des besoins extrêmement différents des nôtres. Oui. Et c'est très difficile pour les proches qui sont autour d'admettre qu'à un moment donné, la personne ne mange plus ou ne mange presque pas. C'est très inquiétant. C'est comme si là, on se dit, oh, mon Dieu, elle ne mange plus, donc elle va mourir. Mais elle va mourir de toute façon. C'est juste que tout son système est rendu à une autre étape. Il fonctionne au ralenti. Il n'y a plus les besoins qu'on a, nous, parce qu'il est dans l'introspection, il est dans le départ, il n'est pas dans la vie et dans l'action. Il faut suivre son rythme. Il faut suivre son rythme. Donc, mais quand on sait ça, parce que je vois tellement de familles souvent insister auprès de leurs proches, mange donc un petit peu, une petite bouchée, puis envoie donc. Puis là, ils poussent un petit peu pour que les gens mangent. Parce que pour eux, c'est rassurant. Puis en même temps, ils se sentent utiles aussi. Mais c'est pas inquiétant, cette étape-là. Non. C'est juste que, comme les gens ne le savent pas, bien, ils sont effrayés. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis c'est là que l'importance d'avoir quelqu'un comme toi dans leur décor, c'est aussi apaisant pour eux. Je te dirais que l'accompagnement, quand je suis en accompagnement avec des familles, là, j'accompagne presque plus la famille que la personne en fin de vie. La personne en fin de vie, là, elle fait un cheminement intérieur en accéléré. C'est ça. Et elle se prépare à son départ et son âme le sait qu'elle s'en va. C'est ça. Donc, le chemin est beaucoup plus paisible, je dirais, pour la majorité des gens qui sont en fin de vie, par rapport à la famille qui est encore dans la vie et qui ne voit pas nécessairement, parce qu'elle est souvent dans le déni, elle a peur, donc elle ne veut pas nécessairement voir que la mort est proche. Donc, intéressant. Hein? C'est vraiment beau ce que tu racontes. Parce que ça me fait penser, tu sais, quand les gens sont enceintes, il y a un accompagnement aussi, c'est la même chose, là. Tu sais, le processus, OK, voici l'évolution du bébé, tu as la sage-femme, en quelque sorte. Oui. Et moi, tu vois, après 20 ans, il y a plein de choses que je peux observer, même dès le premier regard. Dès que j'arrive dans une pièce, puis que je vois la personne, je sais déjà... À quelle étape elle est rendue. Je sais déjà où elle est rendue. Tu as une échographie de la situation que tu fais. C'est fascinant. Oui, mais dans quel sens, le regard? C'est-tu la couleur des yeux aussi, du blanc des yeux? Ou il y a plein de facteurs? Il y a plusieurs facteurs et c'est pas... Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas tous les mêmes pour tout le monde. Mais une personne, par exemple, qui serait alitée et qui serait déjà dans un presque semi-coma, qui a les yeux comme s'il était voilés.
OK. Ah oui. Elle nous regarde, mais on n'a pas l'impression qu'elle nous voit. Ah, c'est ça, La coloration de la peau, la coloration des lèvres, des fois, c'est le bout des doigts qui est bleuté. Il y a plein de signes, en fait, qui nous disent que... Des indices. Il y a plein des indices d'indications. qui te montrent physiques, le corporel. processus de... Oui, c'est ça. Oui. OK. Puis même OK. dans l'odeur, des fois, Oui, il y a hein? une odeur très Ah, perceptible aussi. Je me dis, quand je rentre puis que ça sent cette Cette odeur-là odeur-là. précisément, Ah, je me oui. dis, on n'est pas loin. Aïe, OK. c'est fascinant. Donc, c'est fascinant parce que c'est rassurant en même temps. Oui. Parce que c'est pas inquiétant, c'est ça, le processus de la mort, mais on ne l'a pas appris. Et toi, sachant ça, tu vas vers les familles, puis tu peux faire un constat, dire, écoutez, Oui, mon ben, en évaluation actuelle est que... Bien, c'est pas tout à fait ça. Non. En fait, il faut les ménager un petit peu aussi. Oui, hein. Non, mais... Donc, puis, J'imagine. puis j'ai pas non plus une boule de cristal. Parce Non. qu'on peut Non, se tromper. c'est Hein. vrai. Oui. Je peux arriver, puis la personne, elle a les lèvres bleutées. Habituellement, on n'est pas si loin du décès. Puis, oups, tout à coup, il y a un petit regain. Et là, finalement, tout à coup, non, elle peut faire encore un petit bout là-dessus. OK. Donc, je ne peux pas nécessairement Faut faire me attention prononcer aux mots, tout le ouais, temps. ouais, Mais ouais. par contre, ce que je fais, moi, c'est qu'à chaque fois que j'observe des étapes qui se produisent dans le processus de la mort de cette personne-là, je vais en parler avec la famille. Oui, Je vais leur OK. dire, avez-vous remarqué aujourd'hui, Oui. il se passe telle chose? Ah, OK. Avez-vous remarqué que quand vous la faites manger, elle a plus de difficultés à avaler? Avez-vous remarqué qu'elle dort beaucoup plus? OK. Ce genre de choses-là. Pour que... Puis dans ce temps-là, je leur dis, bien là... on Ça a- prépare le terrain un Oui, petit puis peu. moi, je leur fais un petit peu l'image d'un escalier. Oh, OK. OK. Donc, je leur dis, aujourd'hui, on a monté quelques marches. Ah, je comprends. OK. Fait que c'est moins brusque, C'est mais beau, ça hein, les parce que c'est en prépare. hauteur. Ouais, Oui. ouais, ouais. Mais c'est Et- imagé, c'est Oui, ça. et ça les prépare tranquillement au fait que, oups, OK, on avance, ça s'en vient. Hmm. Et en même temps, ce que ça fait aussi, ça fait un cheminement intérieur pour les gens Oui. qui, par exemple, admettons qu'il y aurait quelque chose à dire à leurs proches, C'est- qui n'ont pas eu l'occasion de dire encore ou qui ont peur Il y a de encore le dire. temps ou de il y a le dire. encore, oui, c'est comme si là, mon Dieu, le temps est compté, là. Ouais. Donc là, si je veux vraiment parler de ça, il faudrait que je m'y mette bientôt. Est-ce que Donc, tu- c'est un bon temps de réflexion. Est-ce que tu leur demandes de tenir un registre ou non? Non, Non, pas nécessairement. Ah, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup OK. qu'on soit plus dans l'instant présent. Ouais. Dans La Peut-être ça légèreté. alourdirait peut-être un petit ben, peu la en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens situation, qui font ça. Ils vont marquer, par exemple, Ah. ils vont se faire une espèce de Un petit cédule, journal de bord. Puis ils vont comme- marquer, bon, à 8h05, elle a mangé 2 bouchées de yogourt. Comme l'allaitement, là, tu sais, c'est bon, vraiment ah oui. l'effet, tu sais, comme, tu sais, le processus inverse. tu sais, Mais à la quelque part, naissance. c'est une OK. façon de s'occuper. Oui, Ouais, ouais. C'est une oui, je façon comprends. un peu de fuir le contexte. Ouais. Puis de ne pas regarder la réalité. Mais peut-être en de face. s'encourager aussi, parce Oui. que si la personne est contente qu'elle ait pris 2 bouchées, elle est Oui. fière de le noter aussi, j'imagine. Oui, mais ça peut, Peut-être. ça peut Ça peut être tu sais, l'inverse. Elle peut mourir demain, mais Oui. ça a mangé 2 bouchées. Là. Mais Ouais. peut-être que Donc- ça la rassure. Mais en même peut-être. temps, je dis, c'est pas si grave. Mais souvent, je leur dis, vous savez, Perdez pas de temps là-dedans. ben, tu sais, Profitez, là. prenez du temps avec Ouais, elle. je Ouais, comprends. ouais. Tu sais, prenez le temps de vous asseoir, d'y tenir la main, de peut-être chanter ensemble, de peut-être lui lire quelque chose, un beau poème. Si c'est une personne qui aime la musique classique, ben, de lui mettre de la musique, puis de rester dans le silence aussi. C'est ça. Donc, toutes tu sais, les façons d'accompagner, c'est pour ça que moi, je pense que tout le monde peut accompagner avec quelques outils de base, C'est ça. puis avec, en fait, tout l'amour qu'ils ont pour cette personne-là. Oui. Déjà, ils offrent beaucoup. C'est ça. Juste C'est d'identifier les besoins qui feraient plaisir à Oui. l'autre aussi. Puis de comme la regarder musique ou des avec les choses gens comme qui ça. sont impliqués dans la situation, de voir qu'est-ce que chacun est en mesure d'offrir OK. en termes de temps, C'est ça. en termes de ressources aussi, puis en termes de type de soins. Parce que, bon, c'est sûr que Ouais. même si les bénévoles ne font pas de soins, par exemple, si j'accompagnais ma mère, que ce soit moi ou un de mes frères et sœurs, pourrait très bien faire sa toilette s'ils se sentent à l'aise avec ça, puis Oui, si elle a oui, besoin. oui. Là. Tout à fait. Donc, on peut apporter beaucoup, ne serait-ce que juste de passer une petite débarbouillette dans le visage. Tu sais, si on voit que la personne est inconfortable, ça a un petit peu d'anxiété ou de souffrance physique, bien, des fois, juste Tout à ça, fait. ça peut faire la différence. Donc, c'est des petits gestes. Ouais. Il faut apprendre à observer la situation sans nécessairement être effrayé par le contexte. C'est ça. Parce que ça va arriver de toute façon. Puis, beaucoup être intuitif dans tout ça aussi. Puis se dire de quelle façon je pourrais l'aider. Tu sais, je la connais bien, ma mère. Qu'est-ce que je pense qui serait bien pour elle? Ouais. Peut-être qu'elle aimerait ça un petit massage des mains avec une belle crème qui sent bon qu'elle a dans son tiroir, tu sais. Fait que des fois, c'est des toutes petites choses. Ça me fait tellement penser à mon père, de la façon que tu parles, Oui. parce qu'il y avait quelque chose moi, qui m'avait touché énormément. On était à la maison. Je vous parle là, de peut-être 2 mois avant sa mort, quelque chose comme ça. Bon, et là, il commençait à avoir de plus en plus de difficultés à se lever seul ou des choses comme ça. Et un soir, vers 17 heures, on parle, on est dans la cuisine, puis bon, tu sais, on passe un beau moment, tout le monde. Et à un moment donné, mon père, il dit Alain, j'aimerais ça te demander quelque chose. J'ai dit oui, j'ai dit vas-y. Il dit t'accepterais-tu de me donner mon bain
Et ça m'avait touché énormément parce que je me disais, il s'abandonne, ça veut dire qu'il a confiance, il est bien. Et puis, ça n'avait pas fait de jalousie avec personne, tu sais. Mais ça m'avait touché parce qu'en même temps, moi, comme toi, comme tu dis, Hélène, je savais que j'étais capable de le faire. Je le ferais avec tout l'amour que j'ai, tout ça. Donc, c'était le fun parce que c'était une porte qu'il ouvrait en même temps pour les autres journées qui suivraient. Donc, c'était comme quelque chose qu'on venait de régler. Oui, puis en même temps, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'à une certaine étape du processus de fin de vie, la personne lâche prise sur des choses qu'on ne penserait jamais qu'elle lâcherait prise. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle très bien d'une dame qui était très fière. Puis sa fille était bien inquiète parce qu'elle n'avait pas ses dentiers. Puis elle me disait, ça n'a pas de bon sens, ma mère, elle n'acceptera jamais ça, il faut lui mettre. Mais elle était déjà pas mal partie, la madame. Puis elle voulait absolument qu'on lui mette ses dents. Fait que j'ai parlé à la madame, puis je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord? Voulez-vous qu'on essaie de les mettre? Fait qu'elle me fait signe que oui. Là, j'essaie de lui mettre ses dents, puis ça fait pas 5 minutes qu'elle les a dans la bouche, qu'elle les veut plus parce que ça la dérange. Donc, son bien-être est beaucoup plus important que... Le paraître. Oui, puis c'est à quoi on s'attarde quand on est dans la vie. Donc, puis même après son décès, elle voulait que je lui mette encore parce que là, elle la reconnaissait moins, parce que la bouche était plus centrée à l'intérieur. Bien, c'est toutes des façons, en fait, de faire face à ce que c'est la mort. Puis pour cette dame-là, en fait, son confort passait par ne pas mettre ses dents parce que... C'est d'être à l'écoute de ses besoins. Oui, en fait, c'est une des façons d'accompagner les plus efficaces, en fait, parce que l'enseignant, dans cette situation-là, c'est pas moi. C'est pas la personne qui accompagne, c'est la personne qui meurt. C'est ça. Parce que c'est son expérience. Donc, c'est elle qui va me dire... Moi, c'est mon premier mourant qui m'a enseigné ça. Puis c'est une leçon que j'ai toujours retenue et que je trouve extrêmement précieuse. C'est pas moi qui meurs, c'est lui. Donc, il va me le dire, c'est quoi ses besoins. S'il veut pas manger, si je lui offre à manger quelque chose puis qu'il me dit non, bien, respectons ça. Puis, il va me le dire si à un moment donné, il sent le besoin de manger quelque chose. Sinon, c'est pas inquiétant. Son corps lui donne, en fait, tous les messages qu'on a besoin de savoir. Alors, si on est à l'écoute et attentif, on a juste à respecter ça, puis ça va bien. Puis si tu es d'accord avec moi, la personne qui est en fin de vie, qui réalise qu'on le comprend, ça l'apaise aussi, parce que ça le rend heureux, tout simplement. Ses besoins sont très simples. Beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Ça doit être très stressant pour un mourant de savoir que la famille est angoissée puis que, mon Dieu, il est correct, il n'a pas mangé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Bien, en fait, ça fait partie justement d'un de mes rôles quand je suis avec la famille, justement, en leur démontrant un petit peu toutes les étapes qu'on est en train de vivre. Bien, à ce moment-là, je leur dis, voyez-vous, c'est comme un peu modératrice. Là, oui, effectivement, tout en douceur, vraiment d'une façon très respectueuse aussi, parce que je ne suis pas chez moi. Hein, j'accompagne beaucoup à domicile, donc je suis souvent chez les gens. Donc, d'une façon très respectueuse, mais de leur dire à quelque part où on est rendu, puis qu'on ne lui rend pas service, d'insister, parce que c'est une pression supplémentaire pour la personne qui veut faire plaisir à ses proches, puis qui va manger quand même quelques bouchées, mais qui est peut-être à risque de faire une pneumonie d'aspiration ou qui va s'étouffer parce qu'elle n'est plus capable d'avaler. Donc, c'est des petits détails, mais qui vont faire la différence quand même. Alors, d'être juste à l'écoute de ses besoins, elle va nous le dire, est-ce qu'elle a froid, est-ce qu'elle a chaud? Peut-être que des fois, les gens vont me dire, ma mère était tellement frileuse, mais en ce moment... Dans son processus, elle n'est pas frileuse. Elle a chaud même parce qu'elle prend de la médication qui donne des chaleurs. Donc, il peut y avoir un changement. Il y a beaucoup de changements et souvent tous les jours jusqu'au moment du décès. Mais au fait, Hélène, si on regarde actuellement la pandémie, la COVID, est-ce que ça amène à faire ton travail différemment, j'imagine? Ah, vraiment. Oui, hein? Oui. Oui, puis je trouve ça... parce qu'avec des restrictions. Là, avec beaucoup de restrictions, en fait, déjà pour les familles, il y a eu des gros changements aussi. Oui, c'est vrai. Même dans les maisons de soins palliatifs. Moi, je fais du remplacement dans une maison de soins palliatifs et on doit porter le masque. Oui. Donc, moi, ça m'a fait quelque chose parce que le visage peut décrire beaucoup d'émotions, de compassion, bon. Mais la première fois que je suis entrée dans une chambre depuis le confinement puis que j'avais mon masque, je suis rentrée dans la chambre, bon, je me suis présentée aux gens, j'ai fait l'approche que je fais habituellement, en tenant pas compte que j'avais un masque dans le visage. Et la personne... En rappelant aux gens que c'était pas l'Halloween. Non. Et la personne, la fille de la dame qui est en train de mourir, me dit... Et que vous avez un beau sourire. Ah, avec les yeux. Avec les yeux. Bien, c'est ça. En fait, j'ai réalisé que malgré le masque, on pouvait tout de même accompagner avec une chaleur humaine dans la voix, dans le regard, dans l'expression. C'est vrai. Donc, il y a d'autres façons d'accompagner. En fait, je dirais que cette situation-là, en ce moment, demande d'être plus créatif, de lâcher prise aussi.
C'est un bel exercice, lâcher prise. On a beaucoup de difficultés avec ça dans tous les aspects de nos vies, hein? Davantage encore dans ces étapes-là. Ouais. Donc, ça nous amène à être plus créatifs et à se demander de quelle façon je peux faire les choses autrement, mais en étant toujours aussi attentif. Mais peux-tu donner et un présent. exemple de créativité, exemple? Par exemple, je ne sais pas. Moi, mon père est décédé, ça fait tout juste un mois. OK. Donc, j'ai vécu la même situation en contexte de pandémie. On est 5 enfants vivants, donc tout le monde veut aller le voir, mais on n'a pas le droit d'être plus que 2 dans la chambre. Donc, on a dû faire un consensus ensemble puis dire, bon, bien, pour que chacun puisse le voir, on va se partager le temps. Et en d'autres temps, on gardait beaucoup contact entre nous, les frères et sœurs, pour pouvoir suivre le processus ensemble, à travers le regard de tous ceux... compte-rendu. À travers le regard de tous ceux et celles qui étaient présents. On a fait beaucoup de Zoom à ce moment-là, avec une tablette. en famille, mais avec mon père aussi, le temps que ça a été possible, pour qu'on puisse, de son lit de centre d'hébergement, être en hébergement. Donc, les gens en institution avaient leur iPad ou quelque chose pour faire participer ton père? En fait, ils ont développé ce concept-là pour permettre au plus de familles possible. Donc, beaucoup de centres d'hébergement ont reçu plusieurs tablettes et il y avait un intervenant social parce qu'à un moment donné, on n'avait même pas le droit d'y aller tout court. Donc, à tous les jours, on faisait un Zoom avec mon père. Ça nous permettait de suivre son rythme, puis de voir où il était rendu, donc, puis de se préparer aussi. Parce que, je veux dire, si on est une semaine sans voir nos proches, puis qu'à un moment donné, on reçoit un coup de téléphone, bien, ça se peut que ce soit le téléphone qu'il est parti. Là. Puis dans une semaine, il peut y avoir beaucoup de changements énormément. aussi. Donc, tu es il y en content a de pouvoir... souvent, même dans une même journée. Ça, quand on est très près de la fin de vie, dans une journée, il peut y avoir... moi, des fois, j'arrive le matin, puis la personne décède l'après-midi, là. Mais la personne, en temps de COVID, là, tu arrives avec ton masque et tout ça. As-tu l'impression qu'elle le vit quand même de la même façon, dans le sens que quelqu'un de bienveillant qui arrive... Oui, c'est ça. Ça ne vient pas changer. Non, je dirais que oui, parce que en fait, quand on choisit... C'est une vocation accompagnée. Hein? C'est ça. Quand on choisit d'être dans cet univers-là, bien, c'est parce qu'on a énormément d'amour pour l'être humain tout court. Et peu importe qui est en train de mourir... C'est comme, moi, quand j'accompagne, si c'est une dame, bien, c'est comme si c'était ma mère que j'accompagnais. Si c'est un monsieur, c'était comme si c'était mon père. C'est comme si c'était une amie, ma soeur, mon frère. Bon. Donc, je suis en présence avec ces gens-là comme j'aimerais qu'on le fasse pour mes proches. Si mes proches étaient à l'hôpital, en santé ou même pour toi-même. Ou pour moi-même, effectivement. Souvent, on peut se poser la question, si moi, j'étais à sa place, comment j'aimerais qu'on se comporte avec moi? Oui, c'est sûr. Tu sais, beaucoup de gens ont l'impression qu'il faut absolument parler. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, je ne sais pas quoi dire. Mais dis rien. Mais il n'y a rien à dire. Non, mais c'est comme meubler le vide, parce que c'est angoissant. Effectivement. Ça fait partie du malaise, du malaise par rapport au thème de la mort. J'étais chez le physiothérapeute aujourd'hui. Et elle est très gentille, la demoiselle. Et à un moment donné, elle me dit, « Avez-vous passé un beau week-end? » J'ai dit, « Oui, c'est gentil. » Mais j'ai dit, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas obligé de me poser de questions. Je vis très bien dans le silence. Mais si ça vous fait plaisir. Juste des amorces. Oui, bien, c'est ça. Des fois, on veut combler des moments. Absolument. Mais ça m'a fait penser à ça. Et c'est souvent ce que je vais dire aux gens. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de parler. Premièrement, il n'y a rien qu'on peut dire. Parce qu'elle va mourir de toute façon, la personne. On ne peut pas dire, inquiète-toi pas, ça va bien aller, parce qu'on ne l'a jamais vécu. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, fais-toi-en pas, ça n'arrivera pas. C'est pas vrai non plus. Donc, mon Dieu, le poids des mots, hein? Oui. Comment c'est important. Donc, c'est mieux des fois de rien dire. C'est ça. D'être dans le silence, mais un silence complice. Un silence plein, plein de chaleur humaine, de juste être assis au chevet de cette personne-là, de lui tenir la main si on se sent confortable à poser le geste, ou juste d'être là tout court. C'est ça. En fait, la personne, elle peut juste ouvrir les yeux à un moment donné puis se rendre compte qu'il y a quelqu'un à côté, puis c'est juste ça, ça va lui faire du bien. Puis la personne en fin de vie, on oublie souvent que c'est un monde qui est très intérieur, la fin de vie. Donc, pendant un certain temps, oui, les gens vont échanger, vont parler, mais il arrive une étape dans le processus où ils sont dans leur intériorité. Ils ont besoin de se retirer de l'univers, du quotidien des mortels, en fait, pour pouvoir se préparer à partir. On ne peut pas être en échange comme ça puis mourir dans 5 minutes, à moins que je fasse une crise cardiaque sur ici. C'est comme se détacher, là. C'est un détachement. Puis je dis aux gens, prenez-le pas personnel. C'est pas par manque d'intérêt. C'est juste qu'elle doit se préparer à son départ. Puis en même temps, elle est en train de vous préparer aussi puis de vous dire, bien là, j'ai plus l'énergie pour échanger avec toi. Donc, juste la présence me fait du bien. Oui, il y a des messages là-dedans aussi. Il y a vraiment énormément. Mais tu ne dois pas avoir assisté juste à des morts sereines, là. En fait, beaucoup, mais c'est sûr que de
C'est vrai qu'il y a de toutes sortes de contextes. Des contextes familiaux très difficiles. Des gens en fin de vie qui ne veulent pas mourir. Je me rappelle très bien d'une dame de 52, à peu près 54, qui était en fin de vie. Puis qui vivait ça extrêmement difficile, qui était dans une colère incroyable, puis qui faisait que ça éloignait beaucoup toute sa famille parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer ensemble. Bon, moi, mon rôle, c'est de l'accompagner malgré tout. En fait, mon rôle, c'est pas d'amener les gens à la sérénité. C'est de respecter leur chemin. Et son chemin à elle, parce que c'est la personne qui meurt qui choisit de quelle façon elle part. Alors, cette personne-là, elle avait beaucoup de colère à l'intérieur d'elle, mais je lui ai permis, à travers ma présence, de pouvoir exprimer sa colère. Donc, je me suis pas sauvée pour dire, oh, mon Dieu, c'est pas fin qu'est-ce qu'elle dit, ou c'est méchant pour sa famille, ou on dirait qu'elle s'adresse à moi puis ça me fait peur. Non, elle a juste besoin de l'extérioriser. Tu as fait le punching bag. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Mais le fait que tu es une personne de l'extérieur, ça aide. Ça aide, c'est clair. Donc, moi, vrai. j'ai permis à cette dame-là de pouvoir exprimer sa colère. Ça n'a pas fait qu'elle est morte en douceur. Non plus. Elle est morte quand même dans de la colère. Parce qu'elle n'a pas dépassé cette étape-là. Mais ça ne m'appartient pas. Non, je comprends. C'est parce que moi, mon accompagnement, il est le même pour tout le monde. Que la personne soit jeune, âgée, qu'elle soit résiliente par rapport à la mort, qu'elle ait beaucoup de spiritualité, puis qu'on parle des anges et de toutes sortes de choses, ou qu'elle soit en colère ou qu'elle ne veuille pas mourir du tout. Pour moi, c'est quand même un être humain qui est en train de vivre une expérience sacrée. Unique. Oui, unique pour chaque personne. Donc, mon accompagnement est le même pour tout le monde. Je comprends. Ça ne change pas. Tantôt, pauvre Poussadi, je suis toujours en train de parler. Non, mais c'est tu me le permets. Mais Hélène, je trouve qu'Hélène, elle parle plus que toi. Là, mais... je pense que je vais aller prendre un café demain avec Hélène. Tantôt, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient ce métier-là, hein, on va dire comme ça. On peut dire un métier, oui. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'aventurer en tant qu'accompagnante, est-ce qu'il y a des lieux où on peut étudier, il y a des formations? As-tu des références à donner? En fait, tu vas être déçu, puis les gens aussi, c'est que... Je vais passer à la prochaine question. On va y répondre pareil parce qu'elle m'est posée souvent. C'est un très long chemin. OK. Parce que du fait que c'est pas reconnu socialement comme étant un métier, accompagner les gens en fin de vie, on peut pas dire qu'on va aller à l'université, par exemple, ou au cégep, suivre une formation d'accompagnement en fin de vie et que tout de suite après, on va avoir un métier comme une préposée qui travaille dans un centre d'hébergement ou à l'hôpital. Il faut que tu bifurques vers la santé ou la psychologie ou des choses comme ça, des programmes. En fait, actuellement, les emplois sont beaucoup plus pour les infirmières auxiliaires, les infirmières. Il y a certaines maisons aussi qui engagent des préposés bénéficiaires. Comme en ce moment, moi, j'ai été engagée dans une maison de soins palliatifs comme remplaçante. Donc, s'il y a des gens qui manquent sur les quarts de travail parce qu'ils sont malades, peu importe, on va m'appeler et on va me dire, est-ce que tu es disponible? On aurait besoin de toi. OK. Mais sinon, ce sont des bénévoles pour la majorité du temps. Donc, pour les bénévoles qui veulent accompagner, c'est sûr que c'est très en demande, le bénévolat en soins palliatifs. Les maisons de soins palliatifs ont beaucoup besoin de ces gens-là aussi. Oui, et c'est très précieux aussi, leur apport. Donc, les maisons de soins palliatifs vont donner de courtes formations qui durent environ 24 heures. Des fois, c'est sur 2 fins de semaine. Des fois, c'est 10 rencontres de 3 heures, dépendamment des endroits. Il y a l'organisme aussi qui s'appelle Albatros qui en donne des formations. Des fois, c'est les hôpitaux qui en donnent aussi. Moi, je suis en cheminement continu depuis 20 ans. Depuis que l'accompagnement m'intéresse, je n'ai jamais cessé d'aller chercher des outils parce que chaque accompagnement est unique. Donc, je pourrais jamais dire, même après 20 ans, que je sais tout sur la mort et la fin de vie et l'accompagnement. Donc, puis j'ai une passion en plus pour le sujet. Ça paraît pas du tout. Non, hein? Non, vraiment, c'est très terne, là. Très beige. Donc, je suis toujours intéressée. J'entends parler d'une conférence quelque part et c'est sûr que je veux y aller. Un nouveau livre est sorti, je veux me le procurer. Tout m'intéresse et ça fait 20 ans que je ne lis que des livres là-dessus. La mort, le deuil, l'accompagnement, la fin de vie, le funéraire, tout ça me passionne. Donc, je me dis, j'en saurai jamais assez, dans le fond, parce que chaque situation est différente. Et tu l'as bien dit tantôt, et il n'y en a pas une qui est pareille. Donc, oui, j'ai vécu de toutes sortes de contextes où des fois, je me sentais pas la bienvenue non plus, mais où on m'envoyait là. Par exemple, le CLSC me disait, on a vraiment besoin de toi. La famille ne veut pas que je sois là. Mais je dois être là parce que la personne mourante a besoin, elle, ou son conjoint a besoin. Mais même si la mort, elle reste toujours la mort, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution quand même dans le milieu de cet accompagnement-là? Est-ce qu'au niveau, ne serait-ce que culturel aussi, là?
Un les peu. différents besoins. Un Oui. peu. Oui. On en parle un peu plus, bien, surtout depuis qu'on a commencé à aborder le sujet de l'aide médicale à mourir. Oui. Ah oui, Veut OK. pas, ça l'a fait rejaillir des conversations. Ça a ouvert le débat un peu. Ça là. a ouvert le débat, donc je trouve qu'on en parle quand même un peu plus. Je vois plus souvent des choses en lien avec la mort dans des émissions. On aborde plus souvent ce sujet, par exemple, dans des téléromans, où là, on va voir quelqu'un qui va mourir, comment ça se passe pour les proches. Mais on tourne quand même toujours un petit peu alentour du pot. Hein. On n'en parle Oui. pas assez de la mort. Oui. Tu sais. Non. On a Ça fait peur peur. de l'aborder. Oui. Oui, c'est ça. Fait Puis- que tant et aussi longtemps qu'on ne l'abordera pas, on ne va pas démystifier Non. c'est toutes Plus les gens on qui en gravitent parle, mieux autour. c'est. Bien C'est sûr. comme un peu la peur de faire son testament. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que s'ils S'ils font le leur font, testament... ça va leur arriver. Ben oui, c'est Ben sûr. oui. C'est comme si j'annonce à l'univers que je suis prête demain matin. Ouais. Mais en fait, on devrait être prête demain matin. Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Ben non, c'est ça. Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est le chemin pour tout le monde, mais on ne sait pas quand, comment, à quel âge, mais ça va arriver n'importe quand. C'est ça. Et c'est là l'importance d'apprivoiser la mort aussi, parce que ça change le regard sur la vie. Eh oui. Tu sais, moi, Mais je toi, vous là, dirais... justement, là, c'est quoi ton rapport avec la mort avant? Et avant, il n'était pas mieux que la majorité des gens, là, Ah dans le oui, sens OK. que Ah, moi je aussi, pensais- oui, OK, j'avais peur de la mort, comme la majorité des gens. J'aimais pas aller dans les salons funéraires. Je me souviens pas tellement que c'est un sujet qu'on discutait à la maison ouvertement non plus. OK. Puis je savais pas trop comment gérer mes émotions non plus quand ça arrivait, qu'un grand-parent décédait, par exemple. Comment est-ce qu'on gère ça? Là, je me disais, oh, bon, là, j'ai un grand-parent qui vient de mourir, il faut que je pleure. Là. Tu sais, j'étais jeune, je me rappelle, puis là, mais je pleurais parce Il que... faut que je montre que j'ai de la peine. Oui. là. C'est pas être dans la guerre. que je l'aimais. D'où les pleureuses, hein? Oui, c'est ça, ça devait avoir son Je utilité. voulais pas être jugée. là. Non, c'est ça. Donc, j'avais de la difficulté à gérer ça, puis je savais pas trop comment gérer ça non plus. C'est les mourants qui m'ont appris à l'apprivoiser, à le démystifier, enlever beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de tabous en lien avec la mort parce qu'on a vu des choses dans des films, puis on s'imagine que la mort, ça se passe toujours de cette façon-là, alors que c'est très différent, là. Donc, tu sais, je regarde juste au niveau des préjugés, par exemple, les gens vont dire, ah, elle commence à prendre la morphine, c'est sûr qu'elle va mourir bientôt parce qu'on va la tuer, là. Tu sais, c'est sûr que... Ouais. Mais moi, j'ai connu des gens qui ont... Mon père a pris de la morphine pendant des années Ah oui. parce que c'était le seul médicament qui soulageait les douleurs qu'il Qui avait, l'apaisait, mais à c'est petite dose. Donc, Ouais. c'est pas parce qu'on parle de morphine que nécessairement on va faire mourir la personne, Non, non. mais ça reste encore dans la pensée que dès qu'on commence la morphine, on provoque la mort, puis on va affaiblir la personne, puis qu'on la fait mourir à petit feu, là. Mais cette personne-là n'aurait pas de morphine, puis elle mourrait pareil, sauf qu'elle mourrait dans des douleurs physiques ça. et sûrement Dans psychologiques un autre aussi. contexte, c'est ça. Alors que là, c'est souvent comme ça que je rassure les gens. Je leur dis, bien, cette médication-là, si je lui donnais une aspirine, ça ne fera pas le travail. Non. Elle a besoin de plus que ça pour soulager le type de douleur qui est associé, par exemple, à son cancer. Donc, on a besoin de cette médication-là. Puis heureusement, elle a évolué avec le temps aussi aujourd'hui en soins palliatifs. Il y a une panoplie de médicaments qui peuvent être donnés, qui est différent aussi, qu'il y a une recette pour chaque personne. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses encore à apprendre pour avoir moins peur. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on en parle qu'on va mourir demain matin. Ben Moi, non. ça fait 20 ans que je parle juste de ça. Oui, Je suis non, encore c'est là ça. et plus vivante que jamais. Mais par contre, ce que je réalise, c'est que si ça m'arrivait demain matin, Ouais. je suis convaincue que ça aurait un impact sur ma façon de vivre De l'expérience. l'aborder. De l'apprivoiser. Parce que j'accepte tu sais. davantage aujourd'hui que ça fait partie de notre parcours à tout le monde. Puis que, bon, c'est sûr que moi, je crois beaucoup au chemin de l'âme. Puis je crois que l'âme est venue ici accomplir des choses, évoluer, apprendre, transmettre. Et quand son passage est terminé parce qu'elle a accompli ce qu'elle avait à faire, bien, elle s'en retourne à la maison. Moi, c'est comme ça que j'exprime le retour Ouais, de ouais, l'autre ouais. côté. Oui. OK. Donc, pour moi, que quelqu'un décède, même si je... Parce que les gens souvent me demandent, tu dois être attaché aux gens, ça doit être dur après quand tu meurs. Non. Au contraire, je suis reconnaissante d'avoir croisé des enseignants sur ma route Oui. qui m'ont appris à apprivoiser, à regarder la mort autrement et indirectement à regarder ma vie aussi Oui, et oui. à faire de meilleurs choix, à me dire non, là, ce Ah, métier-là, ben ça, c'est là, intéressant. Oui, ça. c'est ce c'est les métier-là, grandes leçons. ouais, ce métier-là, je le fais parce que ben, ça m'apporte des sous Ouais. puis que ça paye mon loyer. Bon, c'est sûr que c'est important. On vit dans un monde matériel, mais est-ce que je pourrais choisir quelque chose d'autre qui va me nourrir intérieurement c'est ça. et qui va faire que j'ai vraiment l'impression de faire une différence en ce monde? Puis moi, j'ai besoin de m'accomplir comme être humain aussi. Donc, si je fais Fait un que toi, tu es métier... sur ton X entièrement. actuellement. Oui, Mais comme Poussadi disait au début, quand elle t'a présenté, bon, tu portes 2 chapeaux. Oui. Accompagnante pour les gens en fin de vie, mais aussi célébrante funéraire. Elle célèbre la vie de ces gens qui sont Oui. passés. Tout à Mais fait. bon, depuis 20 ans, tu es accompagnante, mais célébrante, est-ce que c'est arrivé dans ce parcours-là? En fait, ça a été la suite logique, OK. mais ça fait 4 ans, quatre OK. ans, un petit peu plus que 4 ans là, que je suis célébrante maintenant. OK. Mais dès que j'ai su, il y a une petite formation qui se donne pour devenir célébrant. OK. Moi, j'ai choisi de faire seulement les funérailles. OK. OK. Parce que Je me demande pourquoi.
Je me demande aussi. Parce qu'on me dit, quand j'ai fait la formation, mais tu devrais en même temps faire la portion pour les mariages aussi. Ah, les baptêmes et tout ça. Ouais. C'est sûr qu'être dans la vie, c'est extraordinaire, mais moi, c'est dans la mort que je me suis nourrie le plus. Puis que je sens que je peux apporter vraiment quelque chose aux gens. Donc, puis il n'y a pas tant de gens que ça qui s'y intéressent à temps plein et qui ne veulent faire que ça. Moi, c'est ça ma mission, ma passion de vie. Donc, dès que j'ai su qu'il y avait une formation, ça a fait, ben oui, c'est sûr. Moi, je veux faire ça, là, je veux continuer. Et j'ai réalisé, sans trop le savoir, en fait, à quel point c'est aussi de l'accompagnement. Célébrer la vie de cette personne-là. Même si je ne l'ai pas connue, la majorité des gens pour qui je fais les funérailles, ce ne sont pas des gens que j'ai accompagnés. Mais j'en reviens encore à une journée type, là. On est à des funérailles, tu es devant tout le monde, là, il se passe quoi? En fait, il faut savoir qu'être célébrant de funéraire, c'est pas moi qui reçois les gens après le décès pour faire les préarrangements. OK. Ça, c'est pas mon rôle à moi. T'es pas les représentants. C'est ça. Non, c'est les représentants funéraires qui font ça. Moi, mon rôle, en fait, c'est d'organiser avec la famille une cérémonie hommage. Pour rendre hommage, justement, à la vie de cette personne-là qui a traversé leur chemin. Et pour qui on veut honorer son parcours, pour qui on veut dire merci ou peut-être demander pardon aussi. On veut peut-être faire la paix avec des situations. Donc, moi, je rencontre la famille. En ce moment, c'est beaucoup plus en Zoom ou au téléphone que physiquement. On regarde ensemble qui était cette personne-là. Parce que moi, je veux faire une cérémonie personnalisée, les gens vont la reconnaître, cette personne-là. C'est pas la même cérémonie, puis je fais juste changer le nom de la personne, là. Je compose une cérémonie... Je compose une cérémonie différente et nouvelle pour chaque personne que j'accompagne. Donc, et moi, je sens aussi profondément qu'il y a aussi de l'enseignement à faire aux gens au moment des funérailles. Ah oui. Parce que quand j'accompagnais au tout début, avant même de commencer à faire des funérailles, j'allais à toutes les funérailles des gens que j'accompagnais. OK. À moins que les funérailles soient à Tombouctou, là, mais autrement... Je pensais que tu allais dire que tu allais dans les funérailles des gens que tu connaissais pas. On est samedi 4 heures. Oui, il doit y avoir une funéraille, oui, c'est ça. Mais en fait, j'allais à toutes les funérailles des gens que j'accompagnais. Parce que pour moi, c'était boucler la boucle. Oui. Puis continuer à apporter mon soutien aux familles avec qui j'ai créé un lien privilégié. Et je trouvais que ce moment-là était important. Donc, j'allais de toute façon. Et ce que j'entendais par la personne qui officiait la cérémonie, moi, ça ne me parlait pas vraiment. C'était rare que je dise « Oh, wow! Quelle belle cérémonie! J'ai été touchée, c'était donc beau! » Alors moi, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Ça va être personnalisé. Ça va être très personnalisé. Donc, j'aide les gens à choisir des pièces de musique qui sont symboliques dans leur parcours. On choisit ensemble des beaux textes qui sont significatifs aussi, qui ont un sens. C'est un peu un curriculum vitae de la vie de la personne, si on veut. Je leur demande de me parler de cette personne-là. Puis là, moi, je prends des notes pour savoir pour qui je la prépare, la cérémonie. Qu'est-ce que la famille a besoin d'entendre aussi? Ça a été quoi leur histoire? Des fois, l'histoire a été difficile, là. Ils ne sont pas en paix quand la personne décède. Mais il y a une paix à installer après le décès. Et ça, moi, je trouve ça important de l'inclure dans la cérémonie. Une paix à installer. C'est beau, hein? C'est un message à toutes les familles. Fait que t'es MC, modératrice, oui. plein d'affaires. Non, mais c'est ça. Animatrice. Elle fait l'arbitrage aussi. Oui, toujours très discrètement, mais c'est un travail intéressant. En fait, c'est un travail très intuitif. Parce que il faut rapidement saisir c'est quoi l'histoire de cette famille-là. En peu de temps, là, mettons que je prends 1 heure, 1 heure et demie à discuter avec eux. Oui. Bien, j'ai pas l'histoire d'une vie, moi, là. Non, ça c'est fait, ça. Mais ça donne une bonne idée, déjà? Ça donne une très bonne idée parce que je sais poser les bonnes questions pertinentes qui vont m'éclairer sur c'est quoi le parcours, même des fois des questions un peu indiscrètes. De quelle façon est décédé? Parce que j'ai eu à faire des suicides aussi dans mes funérailles. Là. Donc, c'est important. On dit pas la même chose dans une funéraille où quelqu'un s'est suicidé, puis une funéraille où la personne avait 87 ans puis qu'elle avait un cancer ou qu'elle est arrivée au bout de sa vie, effectivement. C'est de prendre le pouls de l'audience aussi, parce qu'un suicide, si le jeune a 15 ans, l'audience peut être très attristée, aigrie. En colère. Donc, oui. C'est ça. Donc, c'est de prendre le pouls de tout ça. Et dans ce temps-là, c'est sûr que je vais faire doublement, triplement attention à ce que je dis. Tous les mots que je vais me relire. Les mots sont super importants. J'ai eu tout récemment à faire une funéraille pour un petit bébé de 2 mois et demi qui est décédé de la mort subite du nourrisson. C'était la première fois que j'avais à faire une funéraille pour un jeune enfant comme ça. Là. Puis là, je me suis dit, les parents étaient jeunes, c'était leur premier. Je me suis dit, on ne dit pas n'importe quoi non plus dans une funéraille comme ça. Donc, j'ai porté beaucoup attention aux paroles que je choisissais, à tout ce qui était fait, à trouver des façons différentes aussi. Tu sais, on parle du contexte actuel qui est difficile. Je me disais, qu'est-ce que je ferais bien pour que ça soit symbolique? En temps normal, à la fin de la cérémonie, j'invite les gens
à venir mettre la main sur l'urne ou le cercueil pour dire au revoir, pendant qu'une musique significative joue. En ce moment, les gens n'ont pas le droit de toucher à l'urne. Ah non? OK. Même pas la le famille? contact, Non, mais l'urne. En fait, ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas censés. C'est sûr que, bon, si ça se présente, on ne va pas dire non, faites pas ça. Bon, la cérémonie est en cours, là, mais en temps normal, ils ne sont pas censés toucher. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on ferait bien? Qu'est-ce que je ferais bien pour que ce moment-là soit significatif pour la fin? Donc, j'ai peint des roches avec un cœur, un petit cœur différent sur chacune des petites pierres. Ah, puis ils vont la déposer. Et là, j'avais un panier et chaque personne venait saluer devant. Donc, il y avait une photo du petit bébé avec des objets significatifs et tout ça. Donc, j'ai invité les gens à venir se recueillir un petit peu en avant et à se prendre une pierre qui allait rapporter avec eux. Puis, il y avait une symbolique reliée à ça aussi pour dire que, dans le fond, ce que cet enfant-là est venu enseigner, c'est l'amour inconditionnel. Tu n'as pas fait le lien de la main sur l'urne, mais au moins, tu repars avec quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, donc, et quelque chose de précieux. Oui, pour leur dire... part. À chaque fois que vous regarderez cette pierre-là, vous allez penser à cet enfant-là. Puis vous allez vous rappeler qu'il est venu vous enseigner l'amour aussi, malgré le fait qu'il n'a pas été longtemps parmi nous. Donc, les parents, écoute, après la cérémonie, quand je leur ai reparlé après, parce que j'envoie toujours un message pour savoir si les gens, ça a répondu à leurs besoins, leurs attentes, si je peux faire mieux une autre fois. Puis elle me dit, la cérémonie était magique. Malgré le fait qu'on vivait le deuil d'un petit bébé de 2 mois et demi. Là, puis en contexte de pandémie. En contexte de pandémie, les gens distancés, des masques, c'était quand même quelque chose. Là, mais ils ont quand même été très contents de la façon dont les choses se sont passées. T'sais. Et quand tu disais tantôt qu'il n'y a pas beaucoup d'accompagnants ou d'accompagnatrices, est-ce que des célébrants, il n'y en a pas beaucoup non plus? Ou, en fait, les célébrants, c'est sûr que... toi, est-ce que tu as une journée de congé par semaine? En fait, moi... Je t'écoute parler. Moi, je n'ai pas d'horaire. OK, déjà. Donc, depuis 20 ans, je suis sur appel. OK. Pour tout ce que je fais. Quand je fais des remplacements à la maison de soins palliatifs, je suis sur appel. OK. Quand le CLSC m'appelle pour faire un accompagnement, je suis sur appel. OK. Je ne sais jamais, quand on m'appelle, combien de temps je vais être là non plus. Parce que, bon, des fois, je vais m'asseoir avec la famille, on va regarder c'est quoi les besoins. Quand le décès est très, très proche, souvent, je fais des nuits. Parce que c'est là qu'ils ont besoin. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils ont un peu peur aussi de se retrouver seuls la nuit avec la personne en fin de vie parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Donc, c'est rassurant de savoir que quelqu'un est au chevet de leur être cher. Tout à fait. Puis à ce moment-là, moi, je peux aller les chercher. Si je sens que le décès est imminent, je peux aller les chercher. Je leur demande toujours, si je vois qu'on est rendu très près, est-ce que vous aimeriez que j'aille vous chercher? Puis à ce moment-là, je vais respecter leur choix de venir ou pas. Bien sûr. Mais ils savent que quelqu'un est là. Donc, mais t'es comme un ange, Hélène. Ouais. Ah, c'est vrai, hein? Avec des petites ailes de tôle, là. Ouais. Un ange qui veille. Non, mais c'est vrai, est-ce que Poussadi disait, toi, au début, t'es très animée. C'est comme... lumineuse. On ne cesse. Moi, en tout cas... on a la chance de t'avoir avec nous, là, mais c'est clair que la mort vient tellement donner un sens à ta vie, tu sais. Vraiment. Et c'est là de la démystifier. Je pense que ça peut être juste... Vraiment. Puis je regarde juste le décès de mon père, ce qui est tout récent, là. Ça fait 1 mois tout juste qu'il est décédé. Est-ce qu'on peut juste dire en contexte que, excuse-moi, mais ton père ne finissait plus de ne pas mourir, là? Oui. Il faisait justement, quand tu parlais des signes avant-coureurs, des fois c'est trompeur, ça a été mais extrêmement le papa d'Hélène, Et c'est ça, moi-même, je me disais, voyons, je suis complètement dépaysée, alors que je fais ça depuis 20 ans, j'arrive pas, écoute, il finit plus de mourir. Il te testait peut-être. Mais il a eu besoin de son temps à lui. Ça, c'est une autre des réalités aussi de la personne en fin de vie. Il y a des gens qui vont traîner un certain temps après, mais il y a des raisons pour ça aussi. Des fois, la personne a besoin de faire la paix avec sa propre histoire, la paix des fois avec certaines personnes de l'entourage. Elle a peut-être besoin de régler des choses avant de partir aussi pour se sentir en paix puis dire, maintenant, je peux quitter parce que tout a été accompli, tout a été fait. Donc, il y a un temps pour chaque personne. D'autres vont être très, très rapides à quitter parce que, ils ont fait un cheminement, puis... C'était plus accéléré. Ils ne voient pas l'intérêt d'étirer ça, donc ils partent rapidement. Donc, il y a un chemin pour chaque personne. Ouais. Quand on sait ça, on arrête de s'inquiéter. Souvent, des gens qui vont dire, coudonc, ma mère a fini plus de mourir. Comment ça se fait qu'elle ne meurt pas? C'est pas en fait parce que les gens veulent que cette personne meure, mais c'est parce que c'est lourd. Oui. Puis c'est inquiétant aussi. C'est épuisant, surtout pour les familles proches. Ils vont dire, mon Dieu, ça finit plus. Ça devient comme un fardeau. Oui, mais en même temps, je leur dis... Tout le temps qu'on a avec cette personne-là est précieux. Profitez de toutes ces minutes-là parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Donc, je leur dis, même si vous êtes juste en présence, c'est pas grave, vous êtes présent, elle sent votre présence. Puis elle a des choses à vivre aussi de son côté. Tout à fait. Moi, je leur dis souvent, nous, quand on perd quelqu'un, on perd une personne. On a un deuil à faire. La personne qui meurt,
elle en a plusieurs deuils à faire. C'est vrai, ça. Tu sais, si elle a un conjoint, si elle a 2, 3, 4, 5, 6 enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des fois, des frères et sœurs, des amis de longue date, elle a beaucoup de deuil à faire. Ouais. Fait que peut-être que c'est normal qu'elle ait besoin de prendre son temps pour gérer tout ça puis de dire, bon, OK, tranquillement, je lâche prise C'est une belle image. Ouais. sur différents aspects de ma vie et là, maintenant, je suis prête. Mais moi, Hélène, je veux être célébrant. Je peux-tu? Bien sûr, tout le monde peut être Je célébrant. trouve que Paul pourrait finir Mais- en bas. Là. Tu ferais rire le mort à n'en plus finir. Là. Mais je dirais qu'habituellement, les gens qui sont interpellés par Oui. devenir célébrants, c'est à quelque part qui ont aussi apprivoisé la mort. Qu'on accompagne ou pas, des gens qui sont capables d'en parler, qui ont lu des choses là-dessus, qui sont capables d'avoir des conversations avec leurs proches ou leurs Oui, oui, amis oui. sur Sans le malaise. sujet. Parce que là, on la côtoie tous les jours. Oui. Bien Les sûr. gens pleurent quand on les rencontre. Je veux dire, c'est Oui, pas, oui. c'est Non, pas c'est une pas, rencontre... On n'est pas dans dentelle, là. C'est non, pas... c'est pas une rencontre Mais les gens animée, qui nous écoutent, qui oui. auraient l'intérêt, c'est possible, comme Oui, tu tout à dis. fait. C'est ça. Ou juste aller chercher des outils pour accompagner leurs propres proches. Déjà là, on ferait un très grand pas. C'est vrai. Parce c'est vrai. que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, tout le monde va devoir accompagner indirectement quelqu'un dans leur entourage. Leur grand-maman va décéder, leurs parents, Ouais. un frère, une sœur. Puis même, ben, j'abonde dans le même sens qu'Hélène, même d'accompagner quelqu'un, en tout cas moi, pour les fois où j'ai accompagné des gens, je peux dire que je me suis fait un cadeau. Oui, c'est un privilège. En fait, il faut privilège, l'avoir c'est- fait pour pouvoir dire ça. Oui, Parce que les gens à oui, qui on va oui, dire oui. ça, qu'on reçoit des cadeaux dans l'accompagnement, ils se demandent qu'est-ce qu'on dit là, qu'est-ce que ça veut dire au juste. Mais en fait, effectivement, moi, depuis que j'accompagne, depuis 20 ans, je reçois des cadeaux de toutes ces personnes-là. Et toutes les personnes que je connais qui ont accompagné des gens aussi, souvent, c'est des proches qu'on accompagne. La majorité du temps, on ne va pas nécessairement en faire un métier, là. Mais ils vont tous dire la même chose. Ils vont me dire, ça a été difficile, mais mon Dieu, que je suis donc contente d'avoir été là, puis je ne saurais pas changer de place avec personne. Oui. Ouais, Parce qu'il se passe des moments privilégiés quand même. tout à fait. Tu sais, on ne fait pas juste pleurer en fin de vie, là. On rit beaucoup aussi. Mhm. Puis il se passe des beaux petits moments, tu sais, on peut... je me rappelle d'une dame qui était en fin de vie, puis elle prenait un petit cocktail à la fin de l'après-midi. OK. Donc, quand on arrivait à la fin de l'après-midi, la famille se réunissait autour du lit, puis Tout le monde prenait un petit cocktail. tout le monde prenait un petit cocktail. Bien, ce qui est intéressant aussi dans l'accompagnement, c'est que tu es vraiment dans le moment présent. Oui. Puis Ça, dans nos j'adore vies, ça. on est toujours à la course, tu sais, les horaires. On est bon, tout ça. déconnectés. Oui. Et là, quand tu es au chevet de quelqu'un, ben il n'y a pas d'autre chose. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu ne prendras pas ton cellulaire, texter le monde. Non, tu es comme, Non. tu es là. Et juste ça, c'est un grand moment, je trouve. Ça fait du bien, premièrement, Oui, parce qu'on ne se donne oui. pas le droit souvent d'être dans le silence, s'arrêter. de C'est vrai. s'arrêter. Et j'ai vu souvent des gens, par exemple, une maman en fin de vie, sa fille choisit de prendre un arrêt de travail, d'arrêter de travailler un certain temps pour vivre ce moment-là avec Oui. sa mère qui a duré plusieurs mois. Elle est venue s'installer chez elle. Mais elle me dit, écoute, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait et que j'ai fait à ma mère aussi. Ouais. Et pour la famille, c'était rassurant aussi. Puis on s'entend que ce moment-là, c'est beaucoup plus important que d'aller travailler. Ben, c'est parce que le d'élever ta travail, santé, lui, tu sais. il va continuer après. Oui, c'est ça. La Il y a vie quelqu'un se qui peut nous poursuit. remplacer Oui. probablement. Mais ce ça peut moment-là Ces ne instants-là, reviendra Il pas. Non, passe tu une peux plus fois. les rattraper. Il passe une Non. fois. Il faut faire les choses en ayant le moins de regrets possible. Et avoir moins de regrets possible, ça peut vouloir dire justement, je m'arrête un peu. Le travail, il va me rattraper après, là, je veux dire. Puis le ménage de la maison, il va se faire aussi, C'est là. C'est-tu si important en ce moment que la maison soit spick and span, là, alors que ma mère est dans son lit en train de mourir? Mais c'est encore le lâcher-prise de notre société. Oui. Tu sais, c'est... Tout à fait. On est beaucoup dans le contrôle. On est beaucoup une société de faire. Puis là, ça, la mort, Mais- on n'a pas de contrôle Non. là-dessus. C'était peurant. C'est là. très déstabilisant. Et accompagner et faire face à la mort, c'est plutôt être. C'est pas. On n'est pas dans l'avoir. On n'est pas dans l'avoir, on n'est pas dans le devoir, on n'est pas dans le, même pas dans le paraître non plus. On est vraiment dans l'être. Donc, c'est des cadeaux extrêmement précieux parce que ça nous reste après ça. C'est ça. Quand c'est terminé, là, puis que la personne est décédée, c'est impossible de rester pareil après. Ça change notre regard sur la vie, sur nos relations avec les autres, sur nos choix de vie aussi. Moi, j'ai souvent laissé des emplois que je trouvais qui ne correspondaient pas à ma vision de la vie. Je me disais, la vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo, là. Moi, je veux que le temps que je sois ici soit significatif, puis que je fasse des choses pour m'accomplir, puis que j'aime aller travailler le matin. Moi, en ce moment, là, la retraite, ça n'existe pas dans ma tête. Moi, tu sais, il y a des périodes où je suis très, très occupée, où je peux travailler énormément. Si je fais un accompagnement, puis que la personne est vraiment très, très près de mourir, bien, ça se peut que je passe la nuit au complet, puis que
au petit matin, concrètement, je devrais partir, mais que je sens que le départ est imminent, tu vas rester. Bien, je vais rester. Ouais. Et ça se peut que je passe une grosse partie de la journée avec la famille encore, là, même si je n'ai pas faire un dormi de la 24 nuit. Là. heures en ligne, Oui, quasiment, je peux c'est ça. passer beaucoup, beaucoup d'heures. C'est ça. Donc, mais après ça, je peux être un grand bout sans rien du tout non plus. Donc, ma vie est toujours en stand-by. Mais dis-moi, c'est quoi la plus grande leçon qu'un mourant t'aurait enseignée ou que les mourants t'ont enseigné? Bien, je dirais que c'est l'amour qui est au cœur même de toute la vie. Ouais. Parce que, tu sais, quand une personne va mourir, là, que ce soit le premier ministre, que ce soit n'importe qui, en fait, qui est en train de mourir, ce qui reste à la fin, là, c'est pas ce qu'on a accumulé dans une vie. C'est pas, même si on a accumulé des beaux souvenirs, par exemple, on a beaucoup voyagé, c'est pas ça qui reste quand on s'en va. C'est pas le gros compte de banque, c'est pas la notoriété qu'on s'est fait. C'est les relations qu'on a eues avec les gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est ce qui reste à la fin. Puis c'est souvent avec ça qu'on veut faire la paix avant de partir aussi. Quand il y a eu des choses qui ont moins bien fonctionné dans ces rapports-là, souvent, on sent un besoin de faire la paix après pour que, justement, on puisse partir le bagage léger. Ouais. Donc, l'amour est au cœur même de la vie. Puis c'est drôle, j'ai toujours senti ça intuitivement. Ça a toujours fait partie de mes valeurs. Mais les mourants viennent me le confirmer à chaque fois que c'est l'amour qui reste à la fin. Et c'est l'amour qui donne un sens à la vie. Et c'est l'amour qui donne un sens à la mort aussi. Il va falloir te réinviter. Ben oui, Hélène, on fera un chapitre 2, 3, 4. Ben oui, vraiment. Avec plaisir. Un Comme tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, mais c'est fantastique. Mais là, nous, on va conclure justement sur ton héritage de l'amour. On va faire le testament d'un bon vivant. Oui, tout à fait. Alors, Hélène, on va te laisser répondre à notre questionnaire. En fait, sympathique, là, c'est vraiment cœur léger. Alors, Hélène, quelle chanson aimerais-tu qu'on fasse jouer à tes funérailles? Écoute, il y en a plein que j'aime parce que j'adore la musique, mais un peu plus haut, un peu plus loin. De Ginette Renaud. OK. Parce que quand on écoute cette musique-là, les paroles, c'est vraiment une élévation. Ah, OK. Il se passe quelque chose de très profond dans les paroles et quand on l'écoute dans un contexte de fin de vie, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ça vient tout changer. Ça prend son sens. Ça prend tout son sens. OK. Elle me donne des frissons à je chaque vais fois. l'écouter différemment. Elle m'émeut à chaque fois, même si je l'entends de nombreuses fois, même dans les funérailles. Ah oui? Donc, j'aimerais bien celle-là. Elle joue souvent dans les funérailles, donc oui. Elle est bien prisée. Ah, ben, je vais la réécouter. Oui, OK. oui, écoute-la dans un contexte de fin de vie, là, puis tu vas voir que les paroles, ça ne veut oui. pas dire la même chose. OK. Intéressant. Alors, que voudrais-tu qu'il soit inscrit sur ta pierre tombale? En fait, il n'y aura rien d'écrit parce que je ne veux pas de pierre tombale. OK. J'ai réfléchi beaucoup à la mort, moi, depuis que j'accompagne. Oui. Et moi, je veux que mes cendres servent à faire pousser un arbre. Ah. Parce que la vie continue. Pour moi, Oui. c'est le symbole que la vie ne s'arrête pas, que la vie continue, puis que même quand l'arbre va mourir, il va Peut-être enrichir. écrire sur l'écorce, ne pas m'abattre. Non, mais ça serait même pas grave. Ah oui. Parce que tu vois, quand mon frère est décédé... Les racines vont être... Oui, on a planté Oui. un arbre, puis ma soeur était bien inquiète de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec que l'arbre? oui. Quand on va s'en aller, bien, quelqu'un d'autre va en prendre soin, quelqu'un d'autre va être enrichi de sa présence. Et quand il va mourir, bien, c'est la vie pour tout le monde, là. Pour tout J'ai un être groupe vivant. d'amis qui sont venus planter une érable chez moi quand mon père est décédé. C'est le cadeau qu'ils m'ont fait. Mais c'est formidable. Je parce trouve que qu'à c'est un chaque- symbole extraordinaire. C'est formidable Oui. parce qu'à chaque fois que je regardais à l'extérieur, ben, je l'appelais mon érable Conrad. Donc, ouais. il était là devant la rivière. Tu vois comment c'est plus beau une forêt de mort qu'un cimetière? C'est vrai. Oui. T'as Et bien tu sais, raison. en plus, l'arbre, c'est la vie. Tu sais, Ouais, il ouais. passe au travers de toutes les saisons. Tu sais, les bourgeons, les petites feuilles vertes, après ça, les feuilles d'automne, les feuilles qui tombent. En fait, l'arbre nous rappelle C'est vraiment ça. que le sens de la vie, c'est ça aussi. C'est ça. La vie est C'est les saisons éternel de la vie. recommencement, les Ouais. saisons de la vie. Mais si je n'avais une à écrire, admettons que je n'aurais une Ouais. pierre tombale, je dirais La vita est bella. Ah, la vie est belle. OK. Je pensais, j'aimais ça, parler de la mort. Aussi. Puis quel souvenir aimerais-tu qu'on garde de toi, ma belle Hélène? Bien, je dirais le souvenir de quelqu'un qui a fait une différence. Dans l'univers de la mort, précisément. J'aimerais ça que, grâce aux livres que j'ai écrits, aux conférences que je donne, aux entrevues que je viens faire avec les gens comme ça, que les gens apprennent quelque chose qui va leur servir, puis que même si moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu apporter aux gens, qu'une petite phrase, un mot, un petit détail vienne faire la différence pour eux dans un contexte d'accompagnement, ça, moi, je serais ravie parce que, tu sais, moi, dans le fond, je me vois comme une défricheuse. Alors, je déchiffre le terrain le temps que je suis ici. Quand moi, je ne serai plus là, il y a d'autres personnes qui vont prendre la suite, la relève. Je ne vais pas venir tout régler là, dans une vie. Ben, je peux te confirmer que tu peux partir en paix. Oui, vraiment. Et on va continuer à défricher, nous autres aussi. Très Oui. important.
Ben, oui, bravo merci. d'ailleurs, parce que on doit en parler. Oui. Ben, Ça ne fait pas mourir de parler de la mort. Non. Au contraire. Le premier slogan du Salon de la mort, Oui, parler tout de à la mort, fait. ça n'a jamais tué personne. Oui, C'est tout vrai. à Mais fait. là, on est rendu à... On meurt d'en parler parce que c'est enfoui dans nos angoisses. On veut tout en parler. non, Puis non, tu mais vois, c'est le fun. On va continuer d'en parler. On peut en c'est parler sûr. avec de la lumière. absolument. Justement. Merci beaucoup, Hélène. Merci, ma belle Hélène. Merci à vous deux. Ça a été un Ce fut plaisir. un plaisir, effectivement. À Merci, bientôt. Alain. Merci On pour se ça voit au dit. prochain balado. Tout à fait.